Bonjour les chasselants et bienvenue sur la chaîne Il était une fois Chassieux. Je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième saison. Et oui, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. C'est fait 4 ans qu'on partage ensemble des moments précieux, des moments bienveillants avec les anciens chasselants, les chasselants actuels. Et aujourd'hui, pour cette quatrième saison, j'ai le grand plaisir d'être reçu par Monsieur Muller. Monsieur Muller qui est chasselant depuis les années 70. Vous êtes là Non, depuis 76, c'est ça? non, 64. À Chassieux? C'est-à-dire, Chassieux 76. Ah voilà, 76. 76, 76. mais dans la région lyonnaise, La région lyonnaise, 64. je m'appelle Muller, Mhm. Joseph, comme mon père. Je suis né dans un village qui s'appelle Vitry-sur-Orne. C'est entre Metz et Thionville, dans la Moselle, Mhm. le 13 février 1935. 1935. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 88 ans, je vais sur ma 89e année. J'ai vécu avec des parents sourds-muets. Tous les deux. Mon père et ma mère étaient sourds-muets tous les deux. Mais ce n'est pas héréditaire. Mon père, il avait une insolation tout petit, et ma maman, elle est tombée d'un mur sur la tête. Ce qui a provoqué la surdité de mes parents. Et ils étaient à l'école des sourds-muets à Metz, à partir de l'âge de 7 ans, et ils se sont toujours suivis. L'un et l'autre. Et en 1929, 1930, ils se sont mariés. Ils ont eu un fils, mon frère, qui s'appelait Édouard, en 1931. Et moi, je suis donc né en 1935. Et on a vécu dans une maison que mon père a construite. Ouais. Mon père, du fait de sa surdité, il a travaillé dans l'usine, dans les aciéries, l'usine de Rombas. Rombas, c'est à côté d'Agondange. Et du fait qu'il ne pouvait pas se déplacer, il a travaillé 50 ans sur le même établi en tant que bobineur. C'est-à-dire qu'il a fait réparer des moteurs, des bobines, et il a travaillé là. Et il n'avait donc pas un gros salaire. Alors quand il pouvait faire quelques heures supplémentaires pour mettre un peu de beurre dans les épinards, il le faisait. On a eu la chance quand même d'avoir la grand-mère à la maison, c'est-à-dire la mère de ma mère. Et c'est elle qui, en fait, nous a appris, mon frère et moi, à parler, à prier, à chanter, parce que ma mère était aussi couturière. Ouais. Donc elle a travaillé au village d'à côté qui s'appelait Clouange, chez un tailleur, et donc la grand-mère s'occupait de nous. On avait une maison avec un jardin, on avait des poules, on avait des lapins, on avait des canards, on avait même un cochon, parce que le salaire n'étant pas gros, Ouais. on vivait un peu sur nous-mêmes, on avait nos légumes et tout allait bien. Mes parents étant originaires, mon père, du côté de Sarreguemines, c'est-à-dire tout près de la frontière allemande, où tout le monde parlait le patois lorrain, mais allemand. D'accord. Ma mère était d'origine du côté de Phalsbourg, qui était près de Saverne, et ça c'était plutôt alsacien. Oui. Ça veut dire qu'on parlait le patois alsacien. Mais pas le même, ouais. Ouais. Et ma grand-mère était née à Saint-Louis. Beaucoup de monde connaissent actuellement le plan incliné de Arzvillers-Saint-Louis. C'est un plan incliné, c'est-à-dire qu'il y avait le canal de la Marne au Rhin, et pour éviter 17 écluses, ils ont construit ce pont élévateur. Donc les bateaux n'avaient plus à traverser les 17 écluses, il suffisait d'avoir un monte-charge qui les descendait et ils gagnaient 48 heures, et même plus, sur leur trajet. Et moi j'ai passé toutes mes vacances de garçon, avec mon frère d'ailleurs, dans le village de Saint-Louis, d'où était originaire ma grand-mère, chez les tantes et chez les oncles. C'est un village où il n'y avait que des paysans, mais des paysans de 2 vaches, 3 vaches, 4 vaches maximum. Il y avait de quoi manger. Alors qu'en Lorraine, chez où on était chez nous, le salaire n'était pas gros. Là, il y avait chez les paysans, il y avait le pain, il y avait du beurre, il y avait du lait. Alors de ce fait-là, je parle les deux patois. D'accord. Le patois
Le Lorrain de la et Lorraine l'Alsacien. et l'Alsacien. Et je le parle toujours, parce que j'ai encore de la famille qui sont là-bas, Mhm. et on se voit moins maintenant du fait qu'on est âgé, mais on se parle souvent au téléphone, Et vous parlez et je patois. pratique toujours le patois. Mais allemand, ça veut dire que mes parents, quand ils sont allés à l'école des sourds-muets, c'était allemand. Mhm. La grand-mère, c'était le patois, mais allemand. Allemand. Ce qui veut dire que j'ai grandi allemand. Ok. Donc, né en 1935, jusqu'en 1940, je parlais que l'allemand. Et quand la guerre a été déclarée, la Moselle ayant été annexée par L'Allemagne. l'Allemagne, je suis allé à l'école allemande. Allemande. Ce qui veut dire qu'à 10 ans, je ne parlais pas un mot de français. Ouais. Je ne parlais que Que l'allemand. l'allemand, ouais. Et puis, quand il y a eu la libération, après, l'école française, donc j'ai appris la langue française en 4 ans. 4 ans, ouais. J'ai fait mon certificat d'études à 14 ans, Mhm. avec mention bien. En français. En français, ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, j'ai fait Donc à cette époque-là, vous étiez bilingue, français, allemand. Vous voilà. parliez les deux, C'est-à-dire- même plus les patois. Oui, c'est-à-dire qu'en 1945, je suis devenu français, et en 1949, j'ai fait mon certificat d'études. D'accord. Ensuite, je suis allé dans un centre d'apprentissage, toujours qui faisait partie des industries, et j'ai appris le métier de mouleur sur métaux. Mhm. Alors, mouleur, ça voulait dire faire des modèles en sable dans lesquels on coulait de l'acier à 1600 degrés et qui donnait donc la pièce qu'on demandait. Souhaité, ouais. Et j'ai fait donc 3 ans d'apprentissage et j'ai réussi mon CRP de mouleur sur métaux. 6 mois après, la moulerie a été transférée à Pont-à-Mousson, Ok. qui était à 70 km de chez moi. L'usine m'a proposé de suivre et d'aller là-bas. Mais à 17 ans, ma mère m'a dit non. Non. Tu restes à la maison. Voilà. Tu restes à la maison. À 17 ans, tu ne vas pas prendre une chambre, puis il n'y avait pas de transport, il n'y avait rien. Alors, l'usine, ils m'ont proposé de me garder, mais de faire autre chose. Et j'ai été travailler donc, directement dans les hauts fourneaux et dans l'acierie et dans les convertisseurs Thomas. Convertisseur Thomas, ça veut dire que le minerai, il passe dans les hauts fourneaux, il est fondu et c'est de la fonte. D'accord. La fonte est fragile. Donc quand on veut faire des rails, qu'on veut faire de la ferraille ou des trucs comme ça, il vaut mieux avoir de l'acier. Mais Sinon ça casse, ouais. Mais pour transformer la fonte en acier, ça rentrait dans ce qu'on appelait un convertisseur Thomas. Le fond était troué par lequel on injectait de l'oxygène. Ce qui fait que ça brûlait le carbone, le charbon de la fonte. Et ça le rendait incassable. Et ça devenait de l'acier. Mais c'est un travail 1600 degrés, des masques, la chaux, la poussière et tout ça. Et comme j'avais fait un certificat, d'apprentissage, j'ai dit écoutez, moi j'ai un métier, moi ça c'est pas un travail pour moi. Bon, alors on va te faire conduire des ponts roulants. Alors j'ai conduit des ponts roulants, mais le pont roulant, lui, c'était pour transférer la fonte dans les convertisseurs, ça soufflait là-dedans avec la chaux et tout ça, la poussière et tout, et puis c'était un travail d'esclave. Alors j'ai à nouveau dit, attendez voir, on m'a dit, écoute, de toute façon, tu vas aller faire ton service militaire et quand tu reviendras, à ce moment-là, on te trouvera une bonne place, tu seras chef pontonnier ou un truc comme ça. Bon, j'ai patienté, j'ai rien fait. Je suis parti au service militaire. Mais quand je suis revenu du service militaire, on m'a proposé de faire la même chose, continuer à rouler les ponts roulants. Alors moi j'ai dit, attendez voir, vous m'aviez dit que j'aurais une place un peu meilleure. Et j'avais, dans l'apprentissage, on était des garçons de plusieurs villages aux alentours, des bons copains, mais il y avait pas mal d'étrangers. Ouais. C'est-à-dire qu'après la guerre, on avait récupéré des Ukrainiens, des Italiens, des Polonais, des Portugais, et comme eux n'étaient pas français,
ils n'ont pas été obligés de faire le service Service militaire. ouais. Et quand je suis revenu, moi, eux avaient attrapé les bonnes places et il n'y en avait plus pour moi. D'accord. Alors j'ai encore patienté un moment, et puis comme je voyais qu'il n'y avait pas d'avancement, bah, j'ai changé, je suis parti dans une société de montage de grues à tours. J'ai appris à monter les grues, c'était pas très compliqué. Il faut par contre être prudent parce que c'est dangereux comme métier. Ouais. Et effectivement, Et vous êtes bien placé pour en parler. oui, Ouais. j'ai travaillé en Allemagne et je suis tombé Ouais. d'une grue Vous malheureusement avez fait une chute. Ouais. et je me suis cassé la colonne vertébrale. Alors, j'ai été hospitalisé en Allemagne, près de Cologne. Par chance, je parlais allemand. Donc c'était assez facile de communiquer avec le personnel. Le personnel médical. Tout Ouais. ça, voilà. Et il y avait une infirmière de nuit avec laquelle j'ai sympathisé. On s'est revus, on s'est fiancés et on s'est mariés. Donc cette chute a changé votre vie. Voilà. Et Ouais. mon épouse, allemande, Mhm. qui ne parlait pas un mot de français, Ouais. mais du fait que moi je parlais allemand, c'était donc assez facile, elle est venue en France. C'était en quelle année ça, la chute et puis la rencontre? La chute, c'était en 61. Et là, on s'est rencontrés le 22 juin 1961 à l'hôpital. Et on s'est mariés le 1er mai 63 en France. Et elle est donc venue en France. Mais quand elle avait fait, elle, ses études d'infirmière, elle avait fait ça avec des bonnes sœurs. Et la supérieure, ma femme s'appelait Elisabeth, Oui. la supérieure lui a dit, Elisabeth, si tu veux faire un an de plus, tu auras le certificat du marché commun. Oh, elle a dit, pourquoi pas. Eh bien, par chance, quand elle est venue en France, ne parlant pas français, son certificat a été reconnu et elle a été fonctionnaire. Et elle a pu travailler en France. Voilà. Alors, elle a travaillé 8 mois dans un hôpital à Metz, mais heureusement, on l'avait mis avec des personnes âgées qui, à 80%, parlaient allemand. Ah oui, donc ça a c'est été, comme si elle était en Allemagne, quoi. Voilà, ça a été un bon départ pour elle. Et ensuite, donc après mon accident, j'ai fait quand même 18 mois de rééducation physique. Oui. Et je suis allé dans une école de rééducation professionnelle. La sécurité sociale ne voulait plus que je fasse des travaux lourds. Ouais, et j'ai été dans une école de rééducation professionnelle. Mais comme j'avais déjà un CAP de mouleur dans lequel j'avais fait du dessin industriel, on m'a proposé de faire du dessin industriel. Et là, j'ai eu mon CAP à 29 ans. Ah, mais il n'y a pas d'âge, hein? Oui, il n'y a pas d'âge pour j'ai eu mon CAP de dessinateur industriel. Mon patron était en Lorraine, mais c'était un sous-traitant de la société qui fabriquait les grues, dont le siège était à Lyon. Donc, je faisais partie du service après-vente. Et les ordres qu'on recevait, c'était toujours des ordres de Lyon. Donc, je ne connaissais pas physiquement le personnel de Lyon, mais on se connaissait par téléphone, et puis ils nous donnaient les ordres et tout ça. Et quand je suis sorti de l'école professionnelle, le directeur du service après-vente de Lyon m'a contacté et m'a dit, voilà, tu connais la pratique, maintenant tu as la théorie, moi j'aurais besoin d'un inspecteur après-vente à Lyon. Est-ce que ça t'intéresse? Du fait que j'avais pas de travail, je dis pourquoi pas. On y va. Et c'est comme ça que je suis venu à Lyon. Donc ma femme est venue avec moi. On a habité de 64 à 69. Donc j'ai travaillé à Lyon, mais au service après-vente. Service après-vente, ça veut dire que j'allais sur les chantiers dans toute la France après montage. C'est-à-dire les gars qui montaient les grues, j'allais voir si elles étaient bien montées, si elles étaient en sécurité, si c'était fait correctement. Donc je me déplaçais beaucoup. Ma femme m'a suivi. Et vous étiez installé où sur Lyon? Alors, quand je suis venu à Lyon, j'ai habité dans un jardin
une petite cabane Ouais, qu'un Espagnol m'avait louée. je me souviens, ouais, on m'avait expliqué Et on ça. est resté 8 mois là. Ouais, quelques mois, ouais. Et ensuite, j'ai eu la chance, la société m'a procuré un appartement avenue Berthelot. Avenue Berthoud. Et je suis resté donc en avenue Berthelot jusqu'en 69. Une très bonne transition parce que la dernière personne que j'ai interviewée sur la saison 3 d'Il était une fois Chassieux, donc au mois de juin-juillet, et Monsieur Berthelot, qui habite à Chassieux aussi, d'ailleurs on lui passe le bonjour, qui habitait aussi à Avenue Berthelot à la même période à peu près. Donc il est possible que vous vous soyez croisés à cette époque-là, sans le savoir. Oui, c'est ça. On a eu 2 enfants, un garçon en 67 et un autre en 68. Alors, moi, étant bilingue, je voulais que mes enfants soient bilingues aussi. Mais comment faire? Alors, j'ai dit à ma femme, eh ben, écoute, on va parler allemand avec les enfants, tout simplement. Et puis, ils parleront. Alors, quand on est allé faire des courses, on parlait allemand, tout ça, là, ben, il y a eu des remarques. Bien sûr, mais enfin, qui sont ces gens ouais, pour partie l'allemand? Ben oui, après la sortie de guerre, 20 ans après, c'était... voilà, c'était pas grave. Et en 69, mon patron me dit, voilà, il faudrait que tu partes aux États-Unis pour 2 ans. Parce qu'on a des grues là-bas et tout ça. J'ai dit, oui, mais attends, moi j'ai ma famille, les enfants, mais c'est pas grave, tu pars avec tout le monde. Tous ensemble. Bon, alors j'ai eu donc un contrat pour 2 ans. On est parti aux États-Unis, on a emmené nos meubles, parce qu'on a habité en appartement que les Américains m'avaient procuré. On était très bien. Et finalement, je suis resté 5 ans et demi. 5 ans et demi, oui, au lieu de 2 ans. Parce qu'on m'a prolongé mon contrat, mon visa, mon contrat, tout ça. Et mon épouse, elle ne voulait plus payer de location. Elle a dit, on va s'acheter une maison. D'accord. Alors bon, on a acheté une maison. À l'époque, c'était pas très cher, c'était abordable. J'avais un salaire qui était convenable, assez confortable. On avait une belle maison. Alors évidemment, les premiers machines à laver, premier lave-vaisselle, une piscine, chacun son auto. C'était le rêve américain. Le paradis, voilà. Et puis bon, mais moi j'ai quand même été obligé d'aller travailler sur les chantiers, c'est-à-dire que j'étais pas beaucoup à la maison. Mais du fait que ma femme était autonome, les enfants sont allés à l'école américaine, tout ça, ça se passait bien. Alors toutes les semaines j'étais parti. Vous avez parcouru tous les États-Unis? Non, j'ai fait de Minneapolis, c'est-à-dire de la frontière canadienne, jusqu'en Louisiane, côté Atlantique. D'accord. À Chicago, Boston, Miami, New York, Washington. La Floride aussi un peu? Jusqu'en Floride, les Carolines, tout ça. C'est un beau territoire déjà. Oui, c'est pas mal. Et mon directeur là-bas, on a eu un petit peu des accrochages, c'était pas très bien. Mais j'avais surtout mes parents qui étaient donc âgés, qui étaient restés en France tout seuls. La distance a fait que... Parce que j'ai quand même eu mon frère qui était soldat militaire. Il était à Madagascar, il a été malade et il est décédé à 21 ans. C'était en quelle année ça? 1952. 52. 1952. Et donc mes parents malades et tout ça, moi ça m'inquiétait. On est venu plusieurs fois en vacances les voir. Et eux sont venus 2 fois aux États-Unis nous voir, une fois en été, une fois en hiver. Mais seul, ça n'allait plus. Donc le frère de mon père s'occupait d'eux pour faire les papiers, tout ça, là, mais ça vivotait, et puis la maladie arrivait. Alors on a décidé de rentrer. On est revenu, je suis revenu sur Lyon, mais mes parents étaient toujours en Lorraine. Alors c'était un problème parce qu'on allait souvent les voir, il fallait 500 km, aller tout. Il y a un moment, ça n'allait plus. Et là, c'est tout à l'honneur de mon épouse, elle m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec tes parents? Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit, on ne va pas les laisser là-bas, on va les récupérer à la maison. Je lui ai dit, attention, parce que ma femme avait repris le travail ici à Lyon, elle a fait 20 ans infirmière de nuit
à l'hôpital Grange Blanche, Ouais. avec 2 enfants, 2 garçons, qui sont allés à l'école à Chassieux, qui ont fait du sport à Chassieux, il fallait les emmener s'occuper d'eux. Mes parents sont muets tous les deux, ne parlant pas français, et moi qui n'étais jamais là. Ouais. Je lui dis, tu sais ce que tu fais? Il me disait, ben oui, mais on n'a pas le choix. C'est vrai. Et bon, alors, entre-temps, la maison qu'avaient construite mes parents en Lorraine, du fait qu'ils n'y retournaient pas, ils l'ont vendue. Ouais. J'ai récupéré les meubles, parce que c'était tous les meubles dans lesquels j'ai grandi, Oui. j'ai vécu. Votre vie, c'était votre vie. Et puis alors, ce qu'il y avait surtout, c'est que les meubles venaient non seulement de mes parents, mais ils venaient même des Les grands-parents. grands-parents. Donc, Donc, à transmission. à l'époque, on respectait. Et puis, mes parents, finalement, sont décédés. Mon père en 80 et ma mère en 81. Donc, vos parents, en fait, vous êtes arrivés sur Chassieux en 76. Oui. Et vos parents sont arrivés ici en quelle année? En 78, par là. D'accord, donc quelques années après. Oui. Et donc, ils ont vécu à Chassieux avec vous? Presque 3 ans. Et votre. Voilà, jusqu'à. Mon père 2 ans, ma mère 3 ans. D'accord. Et ils sont décédés à Lyon, mais vous les avez. Ils avaient un caveau en Lorraine, où il y avait la grand-mère et mon frère. D'accord. Et ils voulaient être enterrés là-bas. On a respecté leurs vœux et ils sont donc enterrés en Lorraine, dans mon village. Ah oui, ils ont vécu. Dans mon village là-bas. Et j'essaye au maximum d'y monter tout ça. Comme ça, je revois un peu ma famille, je passe sur la tombe, des fleurs. Et puis, moi, j'étais donc à Chassieux, j'ai habité à Chassieux, mais pareil, mon travail m'a appelé à faire toujours du déplacement. Comme je parlais français, je parlais allemand, et je parlais l'anglais, du fait que j'avais appris. Toutes les portes étaient ouvertes, voilà. Bien sûr. Alors, j'étais dans le service international. Je ne suis pas allé en Russie, je ne suis pas allé en Amérique du Sud, je ne suis pas allé en Chine, ni au Japon, mais presque tout le reste, vous connaissez. J'ai travaillé. Et à 50 ans, la société Potin, pour laquelle j'ai travaillé... Les grues, là on parle des grues. On est toujours avec les grues. Il y a 50 ans, vous êtes passé... dans les grues. Et la société, elle a eu des problèmes... comme toute société peut avoir. Tout ça, et puis c'était la période des licenciements. Et à 50 ans, j'ai été licencié. Je ne me faisais pas trop de soucis, je me suis dit que du fait que je parle 3 langues, ça va se trouver. Ben, c'était pas si facile que ça. Mais finalement, j'ai eu la chance, parce que j'avais 2 mois de vacances, et j'avais 6 mois de droit en tant que cadre. Ça fait 8 mois. Et pendant ces 8 mois, j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du travail dans les anciens compresseurs Bernard. Et M. Bernard, il avait abandonné les compresseurs et il avait fabriqué des machines à projeter. Ça veut dire des machines pour crépir les maisons ou pour transporter du béton liquide. C'est-à-dire que quand il y avait des étages dans lesquels il fallait faire du carrelage, il fallait d'abord faire un plancher en béton. Donc ces machines-là transportaient le béton jusqu'à la livraison. Et voilà. Alors au départ, j'ai fait des démonstrations. Donc j'avais la machine derrière la voiture et j'avais le secteur de l'île Lyon-Genève. C'est-à-dire toute la partie de cadre, du fait que je parlais l'alsacien. Bien sûr. Et ça a bien fonctionné, si bien que j'ai terminé dans le service commercial. Donc je n'avais plus besoin de faire de démonstrations, parce que les démonstrations, ça voulait dire porter des sacs de ciment, taper le sable. Bon, c'est un travail physique assez dur. Et 58 ans et demi, mon patron était âgé. Il a dit, ben voilà, on avait un gros concurrent des Allemands qui s'appelle Putzmeister. Je fais moins d'affaires, je suis vieux, j'arrête. Alors il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je te paye et tu pars, ou tu restes et puis tu balayes, tu fais des papiers. Je dis, bon, c'est vous le patron, c'est vous qui allez me dire. Qui décidez. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami. Il avait un commerce
il vendait du matériel militaire à toutes les armées du monde Du entier. monde entier, ouais. Il vendait sauf l'armement. Mais il vendait des camions, des pneus, des toiles de tente, des chaussures, et tout ça. Tout ce qui a besoin de l'armée pour survivre au Voilà. quotidien. Ouais. Et il m'a appelé, il m'a demandé, alors comment ça marche ton? Bah, j'ai dit chez moi maintenant c'est foutu, eh ben, j'ai besoin de toi. Je lui dis ça veut dire quoi? Il me dit ouais, voilà, je viens d'avoir un contrat avec l'ONU à la guerre de serbo-croate, la Bosnie. Oh, je dis attends, moi j'ai pris des bombes sur la tête plus d'une fois, là, moi je suis fatigué. Il me dit non mais c'est pas grave, ça sera au PC, au quartier général, à Zagreb en Croatie. Je lui dis il s'agit de quoi? Il me dit ben voilà, j'ai eu un contrat garage. Ça veut dire que il y a 17 000 véhicules qui circulent en ex-Yougoslavie. Et comme c'est la guerre, les véhicules sautent sur les mines, ils sont bombardés, tout ça. Donc, on récupère les véhicules cassés Endommagés, ouais. et on fait un diagnostic. On peut les réparer ou on les met à la ferraille. J'ai dit oui, mais attends, moi je ne suis pas mécanicien. Il me dit non, tu seras directeur du garage. Ah, j'ai dit ça, à la rigueur, pourquoi pas, je peux le faire. Et vous étiez un cadre, vous savez manager une équipe, quoi. Donc finalement, j'ai été directeur du garage. J'avais 20 anciens du train français, c'est-à-dire des soldats, donc des mécaniciens. Et puis j'avais 20 locaux, des Yougoslaves qui ont travaillé. Des gens qui connaissent le terrain. Ouais. J'étais responsable de 40 personnes. Donc les véhicules qui venaient, ils étaient tout cassés ou ils étaient à moitié cassés, donc on faisait le diagnostic et on réparait pour pouvoir les renvoyer sur le terrain. Et puis ben, j'ai terminé ma carrière avec les casques bleus et au mois de février 95, j'avais 60 ans, j'ai pris la retraite. D'accord. Entre-temps, mon épouse a eu donc sa retraite aussi. Les garçons ont grandi. Il y en a un, il a fait 17 ans de marine. Militaire aussi. Dont 10 ans de sous-marin nucléaire. Ça veut dire c'est les sous-marins qui lance-engins, donc c'est eux qui avaient la bombe atomique. Et le deuxième garçon, lui, il a fait son service militaire dans la marine également, mais il avait fait un devancement d'appel. Donc il a été dans la marine. Il a été embarqué, et c'était en 90, à l'époque de la guerre du Golfe contre Saddam Hussein. Saddam Hussein, oui, tout à fait. Donc, il s'est retrouvé sur le bateau là-bas. Et notre président Mitterrand avait dit ah, il n'y a pas d'appelé. On n'a pas de soldats français. Il n'y a pas d'appelé dans le Golfe. Mais comme mon gamin y était, alors j'ai écrit. À l'Élysée. À l'Élysée. Vous n'avez jamais eu de réponse. Oui, je ne sais pas si lui, il a lu la lettre, ou si c'est ses adjoints et tout ça. Et m'ont répondu ah, il est sur un bateau français, donc il est sur le territoire français. Ah oui, il joue sur les mots, quoi. Voilà. Alors j'ai réécrit en disant oui, mais les missiles qu'ils ramassent, c'est pas des missiles. Ils sont irakiens. On ne m'a jamais répondu, c'était comme ça. Bien sûr. La chance, il n'a pas été blessé, non, il a fait donc 2 ans de marine, il est revenu, et il a fait une carrière après. Et celui qui a fait la marine, au bout de 17 ans, il a arrêté. Il a été embauché par la SAGEM. La SAGEM, qui est une société qui fabrique toutes sortes de choses. Et elle était en train de fabriquer un sous-marin à Cherbourg. Et ils ont contacté mon fils en lui disant bah, écoute, toi qui étais à la navigation, dans le sous-marin, on termine un bateau, est-ce que tu ne veux pas venir, on t'embauche. Du fait qu'il n'avait pas de travail, il a dit oui. Et il est resté pendant 1 an à terminer ce sous-marin. Et quand il était terminé, qu'est-ce que je fais? Ils l'ont mis au bureau à Paris. Au bout de 2 mois, lui... il ne voulait pas rester enfermé. Voilà, il peut faire le terrain. Ou me donne quelque chose d'intéressant, ou m'en vais. Je vois rien. Alors, Sagem fabriquait et vendait ce qu'on appelle des caméras thermiques. C'était des lasers, des trucs comme ça. Ils équipaient l'aviation, ils équipaient l'armée de terre. Et donc mon fils suivait
le matériel et il l'installait D'accord. dans les pays qui avaient Qui acheté avait besoin, enfin, qui avait commandé ces pièces-là. voilà, c'est D'accord. ça. Donc il a passé, euh, il a voyagé pendant un an, un coup à droite, un coup à gauche, ici, et la société a ouvert une agence à Delhi, à En Nouvelle-Delhi, Inde, hein. c'est-à-dire aux Indes. Mm. On lui a proposé d'aller là-bas. Alors là, pareil, il a accepté, mais il a emmené sa famille. Mm. Il avait 3 enfants qui sont allés à l'ambassade, dans l'école française là-bas et tout. Les Indes, c'est un pays assez dur, Difficile, ouais. mais enfin bon, Beaucoup de pauvreté là-bas. ouais, oui, ils ont accepté de le Mm. faire. Et au bout de 4 ans, parce qu'il est resté 4 ans là-bas, la société a ouvert une agence à Abu Dhabi. Mm. Alors vous pensez bien que, Ah ben, c'est complètement différent. voilà. Mm. Mais pour revenir sur l'Inde, vous avez connu, puisque vous avez posé une grue pour construire le. Alors oui, je, je suis allé 4 fois aux Indes. Ouais. La toute première fois, c'est-à-dire qu'en fait, il faut revenir un peu en arrière, Mm. quand j'étais à l'hôpital en Allemagne, après mon accident, il y avait un Indien à côté de moi qui ne parlait pas l'allemand, moi je ne parlais pas L'Indien. l'anglais, Ouais. ni l'indien, ni rien. Il était tombé, il s'était fait. Mais il est resté que quelques jours à l'hôpital. Mais il venait toutes les semaines me voir, quand j'étais resté 2 mois Pour là-bas, prendre de vos et nouvelles. il m'apportait une orange, une banane. Mm. Il était assis à côté de moi, on n'arrivait pas à se parler, on parlait par les gestes et Mm. tout. Et on est devenus très très amis, c'était presque devenu un frère. Il était D'accord. tellement gentil. Et quand il est retourné aux Indes, moi j'écrivais en allemand, lui il faisait traduire, il m'écrivait en anglais, moi je faisais traduire. Mais une fois que j'étais revenu des États-Unis, du fait que je parlais anglais, c'était très facile. Eh ben oui, bien sûr. Mm. Voilà. Mm. Alors il y avait un gros chantier à faire aux Indes. Mm. Et on m'a envoyé là-bas, on a monté la plus haute grue que la société a fabriquée, elle faisait 100 mètres sous crochet, 100 mètres. et elle roulait sur des rails. D'accord. Elle pouvait soulever à 15 mètres de portée 75 tonnes. D'accord. C'était une grosse grue, parce que c'était un chantier, il y avait du charbon, il y avait de l'eau, alors ils ont décidé de faire une centrale thermique pour l'électricité. Local. Mais c'était dans l'Uttar Pradesh, c'était dans le nord de l'Inde, Mhm. pas mal d'Himalaya là-bas. Il n'y avait rien. Mais alors rien, le premier téléphone était à 200 km. Ah oui, c'est vraiment retiré, quoi. Retiré complètement. Et on nous avait fait une petite cabane en dur, parce qu'on était européens. Les gens dormaient par terre, À l'extérieur. à l'extérieur comme ils pouvaient. D'ailleurs, j'ai des photos, je ferai voir d'ailleurs. C'est une nuit très dure. Et je suis resté 4 mois. D'accord. Et puis on a fait le chantier, j'ai eu affaire à des ingénieurs indiens qui sont bien. Ouais. Vraiment des directeurs, c'était des gens très 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 instruits, très instruits, ah oui, professionnels. Oui, ils connaissaient leur métier et tout ça. J'ai eu affaire à des bons gars. Et donc, j'ai travaillé là-bas. Et puis, on m'a dit, il y a une autre grue à monter là sur un chantier, une petite grue, mais là ça a pris une semaine seulement. Mm. Alors j'ai été, j'ai monté la grue, et puis je suis revenu en France. Et je suis resté en contact avec mon ami, l'Indien, qui lui, son métier, c'était un ingénieur. Les Allemands avaient vendu des usines à sucre, c'est-à-dire fabrique de sucre. Et lui était ingénieur là-dedans, donc il était venu en Allemagne en stage. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et il est monté en grade, cette usine à sucre qui s'appelait Buchau Wolf. Elle a été rachetée par une société, ThyssenKrupp. Et eux, il est devenu président, directeur général ThyssenKrupp Inde. Votre ami là? Mon ami. D'accord, ah oui. C'était un copain à Mittal. D'accord, ah oui, donc c'était pas n'importe qui. Voilà. C'était un copain des camions Tata. Oui. C'est-à-dire, Tata, c'est ceux qui ont construit des voitures à bas prix pour les Indiens. Voilà, et puis qui faisaient des camions. Des camions aussi, ouais. Alors, toute cette équipe-là, c'était des descendants perses. Parce que
genre 300 ans, 400 ans, je ne me rappelle pas exactement, les Perses sont partis aux Indes. Mhm. Et comme ils étaient, eux, assez éduqués, tout ça, ils ont pris la direction des industries, des usines, tout ça. Et c'était tout des Perses. D'accord. Et la religion qu'ils avaient, c'était la religion perse. Donc tous les matins, il faisait sa prière. Et lui était donc président directeur général de ThyssenKrupp. Et il est venu souvent ici à Chassieux me voir. Et moi, je suis allé lui rendre visite aux Indes aussi. Mhm. Et un jour que je suis allé aux Indes là-bas, il m'a dit, tiens, tu as visité un peu Delhi, parce que moi j'étais longtemps là-bas, mais sur les chantiers, Oui, j'arrivais vous pas n'aviez pas le temps de faire voilà. les soldes, les magasins et puis tout ce qui va Voilà. avec. Ouais. Et puis il m'emmène, il me dit, tu vas voir, c'est le temple du lotus. Ouais. Ah bon, le temple du lotus, bon. Effectivement, ça ressemble un petit peu À l'Opéra de Sydney, à l'opéra de Mhm. Sydney, en Australie. mais quelque chose de beau. Mais je Mhm. regarde là, je dis, mais c'est. Il me dit, bah oui, c'est toi qui as monté la grue. Donc j'avais monté la grue sans savoir Sans que ça savoir allait. ce que ça allait devenir après. Oui, Ouais. oui, et Mhm. le temple du lotus, c'est quelque chose de magnifique. Mhm. Il y a toutes les religions qui ont mis de l'argent, Mhm. et c'est quelque chose de sensationnel. C'est très Alors beau. j'étais Ouais. content de revoir Mhm. Mhm. les Indes. Et du coup, alors si on revient sur ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, on a oublié une partie de votre vie. Vous n'êtes pas rentré dans les détails sur votre enfance et ce que vous avez vécu en Moselle, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça, vous m'en avez beaucoup parlé. Vous Oui, m'avez parlé de beaucoup de choses, beaucoup de détails sur votre frère oui, oui. qui était plus âgé que vous. Alors oui, mon frère avait 4 ans de plus que moi. Donc en 40, quand la Moselle a été annexée, Mm. nous on est devenus citoyens du Reich. Allemand. On était allemands. Mm. Et on avait le même régime qu'en Allemagne, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient la Hitlerjugend, ça veut dire la jeunesse hitlérienne. Ouais. Et mon frère et mon cousin, à l'école, ils ont été obligés de rejoindre la jeunesse hitlérienne. Et moi j'étais trop jeune, mais ils avaient l'uniforme, la chemise. Oui, Avec, d'ailleurs, vous m'avez montré des photos où on oui, les voit. Là. oui, oui. Mm. Et puis tous les matins, il fallait lever le bras, parce qu'on lever les couleurs. Mm. Et puis c'était le nazi quoi, Ouais, qui a ouais. fait ça. Et les usines ont été bombardées, on a été obligé de se mettre dans des fossés, dans les Mm. caves. Mm. Ça n'a pas été facile. La maison de vos parents a été. Non, Non, il y a eu des éclats, il y a eu des éclats. mais elle n'a pas été, Ouais. par chance, elle n'a pas été. Et durant cette période-là, vous m'aviez expliqué que vous aviez été séparé de vos parents pendant 2 mois et demi, 3 mois. Oui, donc si vous voulez, comme je vous disais, j'allais passer mes vacances à Saint-Louis. Mm. Et en 44, mois de septembre, normalement on devait revenir pour aller à l'école au mois d'octobre. Mais il y a eu le débarquement, et il y a eu les Alliés qui ont avancé, et ils ont occupé mon village, Vitry-sur-Orne, à côté de Metz. Donc eux ont été libérés, mais nous, en Strasbourg, nous étions toujours allemands. Occupé, ouais. Et ça a duré 2 mois D'accord. pour que c'était donc le général Leclerc Mm. qui a libéré, qui est passé sur Dabo, qui a fait l'Alsace, tout ça. Et lui nous a libérés au mois de décembre, de fin novembre. Mhm. Mais du fait que mes parents étaient sous l'occupation française et nous allemands, on n'avait pas de contact. Ouais. Donc, mais ça, mes parents ne savaient pas ce qu'on était devenus, Ouais. et nous on ne savait pas Et ce que mes l'inverse, parents pareil. étaient devenus, Ouais. inversement. Et le frère à ma mère, qui habitait donc toujours à Strasbourg, il est venu au village Saint-Louis et il a dit, moi je prends mon neveu chez moi. Et puis, donc il y a eu à ce moment-là les Alliés qui avançaient. Mhm. Et il a fallu qu'on quitte la maison pour aller dans des abris. À Strasbourg, c'est une ville qui était, il y avait un mur tout autour. Il y avait la porte française et la porte allemande. Ah oui, pour aller. Ville fortifiée. Fortifiée, voilà, c'est ça. Alors on s'est retrouvé dans la cave de la porte de France. On est resté 3 nuits, et 4 jours et 3 nuits, enfermés là-dedans, et il y a eu la grosse bagarre. C'est-à-dire que les Alliés
Ils ont chassé les Allemands ont repris le Falbourg, et ça a été, je crois, 3 fois. Pendant 3 jours, ils étaient en lutte dans C'est ça. l'intérieur de la ville, d'accord. Et la maison de mon oncle a été toute détruite, cassée et tout. Mm. Et quand on a été libéré, après, bien sûr, on est retourné à la maison, on a remis les portes en place comme on a pu. Et puis ça a duré comme. Alors je suis même allé à l'école de Strasbourg après, pas longtemps, parce que la Croix-Rouge avait quand même, mes parents, avec mon oncle, ils avaient dit il faut qu'on retrouve les enfants pour savoir où ils sont. Et au bout de. Ça a duré quand même, je crois, 6 semaines où la Croix-Rouge nous a retrouvés. Et donc ils nous ont récupérés, on est retourné vers vos parents. Vers les parents. Mais on a été bombardés, on a été. Même pendant mes vacances à Saint-Louis, c'était en 42, 43, les Allemands étaient rentrés dans le village et ils ont camouflé leurs engins dans les granges pour qu'on ne les voit pas. Ouais. Mais les Alliés ont été informés, ils ont su qu'ils étaient là. Ils sont venus, ils ont bombardé le village et la moitié du village a été rasé. Il y a eu 40 morts. Et plusieurs fois, le village a été mitraillé. En représailles de. C'est-à-dire que les Allemands étaient là, c'était une zone allemande, donc les avions venaient. Et moi, j'ai été mitraillé, j'étais dans les décombres des maisons, derrière les cailloux, les balles qui passaient, tout ça là-dessus. J'ai frisé la mort. Et puis j'étais en pâture avec les vaches, et il y a des bombes qui sont tombées. J'ai vu des vaches se retourner. Là, on a eu de la chance, on était toute une équipe de copains, copines là, qui gardions les vaches. On n'a pas été blessés. Mais là aussi, il y a une partie du village qui a été bombardée, il y a eu aussi des morts. Donc, si vous voulez, autant en Lorraine, dans les usines où j'étais chez mes parents, autant en vacances là-bas, j'ai suivi la guerre. Quoi. Et est-ce que vous avez du souvenir de la résistance locale ou pas? Pas trop, non? Non. C'était non. Nous, on n'avait pas le droit de parler. Ouais, il fallait pas parler, il fallait surtout pas. Et puis en plus, mes parents sourds ne sachant rien. Bien sûr. Ouais. Et puis moi, on était jeunes à ce moment-là. Jeune et insouciant et voilà. Par vous contre, au retour après, parce qu'il y a eu des résistants qui ont été emmenés dans les camps de concentration. Il y avait à côté de Metz, il y avait un camp qui s'appelait Queuleux. C'était l'antre des camps. Et de là, après, il y a eu le Struthof. Struthof, exactement. L'insulaire. Je l'ai visité celui-là. Et puis après, il se retrouvait dans. Dachau, Auschwitz. Dans les fours. Ouais. Oui. Et je me souviens, et ça m'a beaucoup marqué, on avait un voisin. Il n'avait pas d'enfant, c'était un couple qui avait l'âge de mes parents. Mais très, très, très gentil. Et lui, il a été embragué dans ce qu'ils appelaient les chemises brunes, comme les hitlériaux, la jeunesse hitlérienne, il fallait faire partie d'un parti. Voilà. Mais lui, il n'a fait que du bien. Il a toujours essayé d'arranger les choses. Le voisin avait fait des conneries, il a failli se faire prendre par la Gestapo, lui, il a réussi à arranger les choses. Il était très gentil. Et sa femme aussi, d'ailleurs. Et après la guerre, il y a une femme dont son mari était à Auschwitz. Elle est venue et elle a attrapé la dame. Elle l'a trimballée à travers le village, plein de goudron, de couper les cheveux, tabasser. Elle a voulu la jeter dans la rivière l'Orne et tout ça. Mais moi j'étais petit garçon, j'avais 6 ans, 7 ans. Et vous en souvenez de ça? Ah oui, ça. Et alors, des gens du village qui étaient avec, vous voyez, c'était la haine. Et la pauvre femme n'y était pour rien. Mais l'autre, ayant perdu son mari, elle était. Il fallait qu'elle se venge sur quelqu'un. Voilà. Et heureusement, il y avait un monsieur du village il a dit ça suffit maintenant. Et il l'a pris. Il l'a emmené chez lui avec la voisine et ils l'ont gardé, ils l'ont lavé, ils l'ont nettoyé et tout. Et il a été obligé de déménager. Il est parti habiter à Hayange, qui était à 20 km de chez nous. Et ça, ce sont des choses qui vous ont beaucoup marqué. Oui, ça fait beaucoup mal. Pas mal de ce qu'on appelait les malgré nous. Parce que les malgré nous,
Ça voulait dire que, étant allemand, hein, la Moselle étant allemand, au début, on ne nous a pas trop embêtés, voilà. Mais quand en 42-43, Hitler a commencé à perdre du côté de la Russie, il n'y avait plus beaucoup de soldats. Il a dit, oh, mais tous ces musulmans là, c'est des Allemands. Alors il a appelé les jeunes de 20 ans jusqu'à 30 et quelques années de prendre les armes. d'aller dans la Wehrmacht. Ouais. Alors c'est là qu'il y a eu pas mal de gars qui sont partis, donc qui ont fait de la résistance, Ouais. qui ont traversé la frontière, qui sont allés de l'autre côté. Mais il y avait la menace. Si tu ne viens pas, c'est tes parents qui vont être fusillés. Tout à fait. Donc il y a eu un chantage énorme voilà. envers les familles. Ouais. Alors, beaucoup ne sont pas revenus, mais dans mon village, il y en avait au moins 4 ou 5 qui sont revenus. Et comme ils étaient... Alors, Hitler n'avait pas confiance. C'est-à-dire que les Alsaciens-Lorrains, pour faire la guerre, il les envoyait en Russie pour ne pas qu'ils se sauvent. Qu'ils se sauvent. Donc, un voisin, enfin 2 voisins, habillés en Wehrmacht, bien sûr, ils ont fui l'armée allemande et ils ont dit on va se donner aux Russes. Et puis, mais c'est que avec l'uniforme allemand, les Russes n'ont pas fait de différence. Hein, ils ont dit hop. Et ils se sont retrouvés dans un camp qui s'appelait Tambov. C'était au sud de Moscou, là-bas, où il y avait tous les prisonniers français. Donc, 20 000. C'est Stalag, non? Oui. Ouais, dans des stalags. Oui, oui. Donc, il y avait, je ne sais pas moi, combien de Lorrains qui étaient là, Alsaciens, Lorrains qui étaient là-bas. Et le général de Gaulle, il est allé voir Staline et il lui a dit, attends, dans tes prisonniers, là, il y a des Alsaciens Lorrains. Alors ceux-là, ce n'est pas des Allemands. Ils ont été obligés de force. Et Staline, il en a libéré 15 000. D'accord. Et ces 15 000, ils sont partis à travers l'Iran, ils sont descendus par Israël, ils se sont retrouvés en Algérie, dans l'armée française. Mais il n'en a pas libéré plus. C'est-à-dire ceux qui étaient venus après, Staline, hein, c'était un dictateur aussi. Bien sûr. Eux, il y en a qui sont revenus, mais il y en a énormément qui sont morts là-bas. Si je vous parle de l'Algérie, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'Algérie? Parce que vous avez passé pas mal de temps là-bas et vous avez quand même frôlé la mort. Oui. Racontez-nous. C'est-à-dire que je suis parti au service militaire à Verdun, au CIR1, ce qui voulait dire Centre d'instruction régional numéro 1. Et lui, il était prévu de préparer les jeunes recrues pendant 4 mois, faire leur instruction pour partir à la guerre d'Algérie. J'ai eu de la chance, parce qu'on m'a proposé de faire des pelotons. Alors, j'ai accepté. Alors, je suis passé caporal-chef et sergent. Et j'ai participé à la formation des jeunes recrues pour partir à la guerre, sans savoir ce que c'était que la guerre finalement. Mais on nous a formés, tout ça là. Donc, j'ai eu la chance de rester 14 mois à Verdun. Et après, c'était mon tour. Alors, je suis parti en Algérie. Ça, c'était en quelle année C'était au mois de mars 57. 57. Oui, c'est ça. Au mois de mars 57. Alors, je suis parti par le train jusqu'à Marseille. On était au fameux camp Sainte-Marthe. Et après, comme j'étais sous-officier, j'ai eu de la chance. J'avais une cabine sur le bateau qui s'appelait l'Athos 2. Vue sur la mer? Et oui, très bien. Puis il y avait le mess. Et puis une mer tranquille. Par contre, les soldats étaient dans la cave. Et là, c'était plus pas difficile. marrant. Bon, arrivé à Beaune, aujourd'hui ça s'appelle Annaba. Là, les camions nous ont emmenés au train et on est parti. Et le PC de mon régiment, le 151e régiment d'infanterie, ce qu'on appelait le 15A, il était à Guelma. Guelma, c'était entre Constantine et Beaune. Alors, on est arrivé là, mais ça, c'était le PC. Par contre, les compagnies, elles étaient dispersées sur le terrain, dans le bled, tout ça. Et je me suis retrouvé dans un village qui s'appelait Hammam Mescoutine. Hammam, c'est des hammams, c'est des bains. Parce qu'il y avait une grosse source d'eau chaude
Et à l'époque, il n'y avait pas la guerre, c'était un gros village avec un bel hôtel, avec des bains et tout ça, que les Pieds-Noirs fréquentaient, et c'était très beau. Il y avait des orangers, c'était bien. Et puis, ben, nous, c'était tout de suite les opérations. Il fallait aller dans le bled, ramasser les rebelles là où il y en avait. On faisait des patrouilles de nuit, la garde, tout ça. Et puis un jour, on était en opération et on avait repéré des rebelles dans une vallée. Alors, nous, les appelés, on nous a mis au bout d'une vallée pour la fermer. Et la Légion étrangère a fait le tour de la vallée et eux avançaient pour attraper les rebelles. Et nous, on devait attendre parce que si jamais ils venaient, et comme il y a beaucoup de broussailles, beaucoup de buissons, c'était très, très dur, la Légion avançait doucement. Alors on nous a donné l'ordre d'aller à l'avant, à la rencontre de la Légion. Bon, alors moi j'avais un groupe, j'étais sergent, j'avais 2 caporaux et puis les soldats. Alors il y avait le fusil mitrailleur, il y avait les mitraillettes, il y avait la radio. Et donc on a avancé dans les buissons, mais alors vraiment c'était alors le soldat était devant, après c'était le caporal qui était devant, puis après c'était moi qui étais devant, enfin on a essayé. Et dans un buisson, je mets ma tête, je regarde dans le buisson, à 1 mètre, il y a un fusil. Mais ça va vite, hein, ça va très vite. Très vite. Et ça tire. Alors heureusement, j'avais mon PM, le pistolet mitrailleur qui était chargé, j'ai tiré. Sans savoir où je tirais, mais j'ai carrément tiré. Et puis je me suis rejeté derrière, il y avait un rocher, là, je me suis mis derrière, et j'avais le caporal, les soldats qui étaient là, je leur ai dit, baissez-vous, restez. Et l'ennemi en face. Et le caporal qui est à côté de moi, il me dit, sergent, vous êtes blessé? Je lui dis, comment je suis blessé? Il me dit, oui. Effectivement, alors j'avais le bras, il y avait le sang qui coulait, puis qui commençait à coaguler, mais je n'avais pas de douleur. Il n'y avait pas de douleur de sentir. Je n'avais pas de douleur du coup. Ah bon, alors j'ai continué à diriger mon groupe tant que je pouvais, tout ça. Et le gars, c'était un fusil de chasse qu'il avait, avec des chevrotines, et on a retrouvé un écrou coupé en deux, avec comme une espèce d'entonnoir à l'envers. Donc, ce qui fait que ça a cisaillé la peau. La chair, Voilà. Et j'ai eu de la chance parce que j'étais un petit peu de travers. De biais, ouais. Et du coup, elle est rentrée dans... La balle, elle est rentrée dans la poitrine. Elle a traversé la poitrine. C'est-à-dire, elle a raclé la poitrine. Elle est passée à 1 centimètre du corps. Elle est rentrée dans l'épaule gauche. Elle est traversée de l'autre côté. Alors, bon, donc ça s'est calmé un petit peu. On m'a fait reculer, on m'a repris, je suis reparti en arrière. Et il y avait le capitaine avec le chef de la compagnie qui était là, il a appelé l'hélicoptère. Vous avez été rapatrié. Et puis j'ai été rapatrié à l'hôpital de Guelba, où je suis resté une quinzaine de jours. On m'a opéré, on m'a sorti des plombs, parce qu'il y en avait plein. Mais il y en avait qui étaient mal placés. Et puis l'hôpital, c'était pas un grand hôpital, il y avait pas mal de dégâts quand même. Alors on m'a dit, bon, on va t'envoyer à l'hôpital à Metz, puisque mon régiment était de Metz, et tu vas être opéré là-bas pour guérir. Bon, alors je suis parti, effectivement, je suis resté 3 semaines, un mois, à l'hôpital Le Gouest, c'était un hôpital militaire. On m'a opéré, on m'a sorti les plombs, mais on m'en a laissé 2. Donc vous les avez toujours aujourd'hui? Ben, ils ont disparu. Ah. Alors je ne sais pas. Ils sont partis. Mais j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit parce qu'ils sont mal placés, si jamais on coupe un nerf ou quoi, tu vas avoir le bras paralysé. Et puis en fait, ça m'a jamais perturbé. Par contre, quand je passais la radio, on les voyait bien. Alors du fait que mes parents étaient sourds-muets, mon frère était mort soldat. Moi j'ai pris une balle dans la peau. J'ai demandé est-ce que je ne pourrais pas finir mon service militaire en France. Rien du tout. Allez, billet retour. Pour rester sur le terrain. Et je suis reparti. En Algérie. Alors, j'étais à la 7e compagnie
qui était une compagnie de marche, Mhm. et on m'a mis dans la 8e compagnie, qui était une compagnie opérationnelle, ce qui était exactement la Oui, même la chose. même chose, ça changeait Et juste j'ai de nom. recommencé à vadrouiller dans le bled, Ouais. euh, rechercher du fer à gants. Ouais. Enfin, du fer. Et en tout et pour tout, vous êtes resté combien de temps en Algérie? Alors, du mois de mars 57 jusqu'à janvier 58, quoi, 90, quoi. Et hormis ces souvenirs-là, vous avez quoi comme d'autres souvenirs des lieux sur place? Hormis le fait de la guerre. Vous vous souvenez le contact avec la population? On n'avait pratiquement pas de Il n'y en avait contact. pas. Non. On était isolés, on était dans une Totalement ferme. isolé, ouais. On descendait une fois par semaine. D'accord. Enfin, c'était une section de- qui descendait Du avec régiment, ouais. un Alstrak, Ouais. c'est-à-dire un demi-char, avec une Jeep devant, une Jeep derrière et un avion. Et on allait à Guelma chercher le ravitaillement. D'accord. Et puis un jour, il n'y avait pas d'avion, ben, on a tué des bourricots, on a mangé de la viande de bourricots. Ben, il n'y avait pas moyen de Bah faire oui, autre chose, ouais, quoi, bien c'était sûr. comme ça. Et vous aviez une relation avec la Légion étrangère, du coup? Vous les voyez souvent? Ben oui, parce que quand on allait en opération, par exemple, il disait sur tel piton, alors on venait nous chercher en hélicoptère, on nous emmenait en hélicoptère, D'accord. et on nous jetait directement dans le milieu où était l'ennemi. D'accord. Donc on sautait de l'hélicoptère, et puis c'était la bagarre tout de suite. D'accord. Mais très très souvent, on avait la Légion avec nous. Ouais. Parce que les légionnaires, c'était des bagarreurs, Dur à cuire, des ouais. durs à cuire, c'était des gars qui avaient peur de rien. Ouais. Et nous, on se sentait en sécurité Ouais. quand la Légion Ouais, était avec nous. ouais. Parce qu'on était tous des appelés. Mhm. Hein, Vous n'aviez pas l'expérience des légionnaires. oui, Ouais. et puis du jour au lendemain, on donne un fusil. Moi, Mitterrand, il m'a donné le fusil, puis son copain de fer, il m'a donné les balles. Il m'a dit, va là-bas, défense la France. Bon, ben, discipliné, parce qu'on n'en discute pas. Hein. Alors, on a été là-bas. Vous avez deux fils, Stéphane et Christophe. C'est ça. Deux fils et vous avez des petits-enfants. Voilà. Stéphane a 3 enfants. Un fils, Voilà, Mathieu, un fils, Mathieu, ouais. une fille, Anaïs, Voilà. et une fille, Chloé. D'accord. Alors donc Mathieu, lui, il a fait 10 ans de marine, Voilà. il était reporter de guerre, maintenant il fait du cinéma. Ok. Anaïs, elle a fait un diplôme d'ingénieur et elle s'est engagée à l'armée interarmes. D'accord. Donc elle peut être marin, elle peut être l'armée de terre. Dans n'importe quel corps d'armée, c'est ça. peut-être. Alors actuellement, elle est dans la marine à Toulon. Ok. Et elle est passée capitaine. Et Chloé, alors elle a fait un peu tout, elle était à Lyon, tout ça, mais elle n'était pas. Alors actuellement, elle travaille, elle a un copain qui a une entreprise de taxi. D'accord. Et puis elle s'occupe de la gestion de ça. Ok. Et elle est en Bretagne. En Bretagne, donc vers son papa. C'est ça. Ok. Mais elle habite avec son copain à Brest. Ok. Alors que mon garçon, il est à Crozon. Oui, c'est plus proche là-bas Voilà. que d'ici. Ouais. Voilà. Votre autre fils, il a 2 filles. Voilà. Donc une a fait donc l'école de Paul Bocuse. Paul Bocuse, ouais. Elle En a pâtisserie. réussi- Oui, en pâtisserie. Elle a travaillé en Corse pendant 6 mois. Elle a fait la saison d'hiver à Courchevel. Actuellement, elle est à Annecy, au bord du lac. Là, Pas très loin de votre maison secondaire. Elle habite dans ma maison. Elle habite dans la maison. Elle habite dans la maison. Et l'autre, elle est à l'université. Mais elle veut faire de la psychologie. Alors, elle a fait quand même pendant 2 ans des stages dans des EHPAD. D'accord. Elle veut s'occuper auprès des anciens. Voilà, Des des anciens. vieux, des trucs comme ça. D'accord. Alors, elles sont parties là-dessus. Et vous avez quand même gardé la fibre militaire parce que vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents, enfin, il y a beaucoup de l'armée qui touche la famille. Oui. Mon père, il avait 3 frères, donc 2 frères qui ont fait une carrière, carrément une grosse carrière militaire dans la marine, et un frère qui a fait, comme Christophe, que son service militaire, mais dans la marine aussi. Mais dans la marine engagée, Le fils d'une sœur à mon père, mon cousin, il a aussi fait une grosse carrière dans la marine. Et mes 2 enfants, pareil. Et vous aussi? Eh ben non, moi j'étais dans l'infanterie. Oui, mais c'était l'armée quand même. Ah oui, vous avez fait l'Algérie, vous avez fait... Oui. Vous avez aussi... Alors, vous étiez à l'ONU, c'était pas totalement en termes militaires, mais vous étiez sur le terrain. Ah oui, j'ai œuvré pour la paix dans le monde. D'ailleurs, vous avez reçu une certification au certificat... Oui, comme quoi que j'ai œuvré pour la paix dans le monde. Je mettrai le diplôme. Oui. Et vous avez rencontré énormément de monde en ex-Yougoslavie. Alors, j'en avais à faire
qu'a des responsables, parce que l'ONU, c'est plein de pays. Alors, il y avait des Hollandais, il y avait des Norvégiens, Les il y avait Finlandais, des les Australiens, il y avait Européens. un peu de tout. Et chaque pays avait son matériel. Donc, moi, je m'occupais du matériel international. Alors, c'était toujours un problème. Quand on pouvait réparer un véhicule, on commandait des pièces de rechange. Mais l'administration de l'armée, c'est très, très dur. Très long, ouais. Alors, des fois, on attendait 8 mois Pour avoir la pour pièce. avoir la pièce. Ouais. Donc, on avait les véhicules qui étaient là en attente. Que durant votre carrière, donc vous expliquez que durant votre carrière, vous avez beaucoup voyagé à travers le monde, Oui. et votre épouse était à Chassieux, donc Voilà. à partir de 76, pardon, 76. Oui. Votre épouse avait son métier, il y avait les garçons qui ont grandi à Chassieux, Oui. et vous, de temps en temps, vous reveniez sur Chassieux. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Chassieux, le sport, vos enfants, des activités, etc. Ben, pas tellement, puisque c'est ma femme qui s'en occupait, Voilà. moi, j'étais pas là. Mais vous avez quand même navigué dans Chassieux. Voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même eu un petit peu de contact. Surprise. Voilà. C'est-à-dire quand je suis venu à Chassieux, j'avais acheté la maison, elle était maison. Il n'y avait rien. Ouais. Bon, j'ai fait les peintures, j'ai fait les alentours, j'ai fait tout ce qu'il fallait quand j'étais là. J'ai travaillé toute ma vie, si vous voulez. J'ai quand même eu quelques loisirs. Et j'étais dans au jardin, là, je travaillais, je bricolais là. Et puis je vois arriver 5, 6 bonhommes en cravate, bien habillés, tout ça là. Ils sont venus, ah, bonjour Monsieur Muller, vous êtes nouveau à Chassieux, comme si on était des vieux copains, là, tout ça là. J'ai dit, oui, ouais. Je dis, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre venue, de votre visite. Alors il m'a dit, ben voilà, nous sommes candidats pour la mairie et tout ça là. Alors, comme je connaissais personne à Chassieux, et puis qu'ils étaient très sympathiques, j'ai voté pour eux. Eh bien, le maire qui est sorti, je ne vais pas vous citer le nom, ça ne sert à rien. 3 fois, je lui ai dit bonjour, il ne m'a pas regardé. Il ne m'a pas tendu la main, rien, comme si j'avais été n'importe quoi. Ah bon, bah, je lui ai dit, bah, si c'est comme ça, ben, ma foi, tant pis, quoi. Donc, si vous voulez, je ne me suis pas tellement engagé, investi dans Chassieux, déjà, de par mon métier, le mais en temps. plus, ça ne m'avait pas bien plu. Ça vous avait un petit peu vacciné, on va dire. Oui. Et vos enfants, du coup, ils faisaient du sport à Chassieux? Alors, oui, ils ont fait du foot, ils ont fait différents sports, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont démarré à l'école des Tarentaines, ici, et puis après, mon fils a été au collège, et puis ils ont fini en Bron. Au Jean-Paul Sartre, au lycée Jean-Paul Sartre. À Jean-Paul Sartre. Mais comme ils n'étaient pas très courageux pour travailler, tout ça, là, moi je les ai fait donc partir à l'armée. C'est là où ils ont fait donc leur carrière. Heureusement d'ailleurs. De manière générale, quel message est-ce que vous aimeriez passer aux gens qui vont vous regarder, qui vont vous voir sur la chaîne Il était une fois Chassieux, sur la vie, sur votre expérience? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Vous savez, j'ai fait une vie, je ne l'ai pas choisie, les éléments ont voulu que je sois comme ça. Ils peuvent apprécier un petit peu, parce que ça va dire, ah, tu as beaucoup voyagé, tu as vu du pays. C'est vrai. Mais moi, je ne suis pas allé en touriste. Vous étiez là pour travailler. Je suis allé pour travailler. Donc, si vous voulez, dans les pays où je suis allé, en Indonésie, en Thaïlande, aux Indes, en Égypte, tout ça, j'ai travaillé dans la terre avec eux. Parce que sur un chantier, la première chose qu'on entend, c'est une grue. Il faut que la grue, parce qu'une fois que la grue est là, on peut travailler. Donc, je venais, il n'y avait rien. Donc, j'ai travaillé très très dur, mais j'ai vécu avec les gens. J'ai eu la chance quand même, pas toujours, d'avoir un bel hôtel le soir, vous pouvez prendre une douche, des bons repas et tout ça. Mais il y a des fois aussi où c'était pas... C'était plus rudimentaire. Oui. Mais donc j'ai vu du pays. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens qui étaient très gentils. En Malaisie, là-bas, par contre, ils m'ont emmené dans des hôtels des grands machins, ils m'ont fait goûter des bons repas et tout ça. Si vous voulez, j'ai eu un métier très dur, mais j'ai aussi eu des satisfactions. Donc, quand les gens disent « Oh, j'étais en Égypte, c'était formidable », oui, bien sûr, quand on voit les pyramides le soir, tout ça. Mais quand vous travaillez sur le chantier, tout ça, c'est... Il faut rester concentré sur sa mission. Ah, oui. Oui, donc, si vous voulez, bon, ben... Mais le handicap, c'était que j'étais pas beaucoup à la maison, j'ai pas beaucoup vu grandir les enfants non plus. Ça, c'est pas facile non plus. Il fallait trouver le juste milieu. Mais enfin, j'ai eu une épouse, très investie.
mais elle a accepté. Ouais. Je ne dirais pas qu'elle était enthousiaste, Mm. hein, mais Elle a- c'était comme ça. Mm. Elle avait quitté son Allemagne là-bas, Ouais. elle était orpheline à 27 ans, hein, bien sûr, parce que Ouais. je me suis marié à 27 ans, Mm. mais elle avait quand même des frères et des sœurs avec lesquels on avait quand même des bons contacts, et la famille venait nous voir, on est allé, tout ça. Mais elle s'est bien adaptée à la France, elle parlait très bien le français. Elle ne savait pas écrire le français, Mm. du fait qu'elle n'avait jamais fait de l'école. Ouais. Elle a été responsable de 10 services Ah oui, d'accord. au pavillon. Alors elle avait des bébés À Grand Jour. jusqu'au vieux, quoi. D'accord. Ouais. Les opérés qui revenaient, les accidentés. Donc ça s'est bien passé quand même. Et puis heureusement, elle s'occupait de la maison, elle élevait les enfants, elle s'occupait des grands-parents. Une belle carrière aussi. Ah oui, elle avait du mérite quand même. Donc, ma foi, si ça peut intéresser quelqu'un, moi je peux toujours encore être disponible, d'expliquer, de parler, essayer de faire un peu d'histoire. Je suis disposé, quoi. Mais je souhaite surtout à tout le monde une bonne santé. Surtout la santé. Ouais. Voilà, une bonne santé. Et puis alors, essayer de sourire. Mais c'est vrai. Toujours sourire. Ouais, la vie est belle, comme on dit. Oui, il n'y a pas que des mauvais moments. Ouais. Il faut mettre les bons moments en avant par rapport à... Voilà, parce que, vous savez, j'avais un docteur qui s'appelait le docteur Roussouli. Oui, j'ai eu le docteur Roussouli quand je suis arrivé à Chassieux aussi. Il m'a dit, Monsieur Muller, pleurer ne guérit pas. Oui, et il avait bien raison. Le sourire guérit par contre. Oui. Ouais, d'ailleurs, Roussouli m'avait dit d'ailleurs, Monsieur Muller, si vous ne mourrez pas avant, vous arriverez à 100 ans. Alors, donc, on se donne rendez-vous pour vos 90 ans pour faire les conscrits à Chassieux. Voilà. On l'a dit. Après, on verra bien. Bah oui. Non, il faut rester optimiste, il faut prendre la vie du bon côté. C'est ça, exactement. Vous savez, tout le monde a ses malheurs, chacun a ses problèmes. Celui qui dit, chez moi, ça va comme sur des roulettes, je lui dis, t'es un menteur, c'est pas vrai. Mais il faut essayer de prendre le meilleur du pire. C'est ça. Et si vous aviez un message pour vos petits-enfants, vos enfants et vos petits-enfants? Alors, ma foi, je souhaite qu'ils réussissent dans leur carrière. C'est bien parti pour le moment, espérant qu'il n'y aura pas d'accident. Et puis que, ma foi, je les aime. C'est là qu'il faut leur dire ici à la caméra, là. Dites-leur ici, là. Oui, ben, je vous aime les enfants, je vous embrasse fort. Et puis, ma foi, toutes les connaissances, la famille, les voisins, les amis, bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur Muller, pour votre accueil. En tout cas, j'ai été ravi de faire votre connaissance. C'est moi. Je voudrais remercier d'ailleurs Monsieur Michel, que vous avez vu sur les saisons précédentes, parce que c'est grâce à Monsieur Michel que j'ai fait connaissance avec vous, Monsieur Muller. On a passé des longs moments ensemble pour préparer cet entretien d'aujourd'hui, et c'était vraiment un long voyage dans l'histoire grâce à vous. Oui. Parce que comme à chaque fois, j'adore poser des questions sur la vie des gens, j'aime m'intéresser à leur passé, à leur histoire, à leur famille. Je suis passionné de généalogie, on a beaucoup parlé de généalogie avec Monsieur Muller, notamment sur la généalogie en Allemagne. Puis après, il y a toutes les tranches de l'histoire, les guerres, les bons moments, les moins bons moments, jusqu'à Chassieux aujourd'hui. Et comme à chaque fois, comme je le dis, il était une fois Chassieux, c'est vous, il était une fois Chassieux, c'est nous. Oui. Et c'est comme ça que j'essaye de raconter, de partager les souvenirs chasselants au travers d'Il était une fois Chassieux. Donc je vous remercie de nous suivre depuis maintenant 4 saisons. Et je vous invite à continuer à liker, à partager les vidéos sur Internet. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Monsieur Muller, pour votre accueil. Et puis je vous dis à bientôt.